parce que pour moi, les questions territoriales vont prendre aussi de plus en plus d'ampleur dans le débat politique. Et je trouve que c'est des questions qui sont souvent perçues comme des questions d'experts et qui ne sont pas forcément présentes dans le débat politique. Et du coup, voilà, d'organiser cette soirée, c'était un moyen de les rendre présentes. Et en même temps, on a eu récemment une certaine démonstration de ça à travers l'analyse qui a été faite des résultats électoraux, où d'un seul coup, on s'est mis à parler des métropoles, de France. Il y a le géographe Christophe Guilluy qui est très présent, on parlait de la notion de France périphérique, pour ceux qui connaissent. Donc on a l'impression que les territoires font en même temps justement évolution dans le débat politique. Voilà, donc c'est lié à beaucoup de facteurs, on va le voir. Un certain nombre de mutations économiques, des mutations aussi dans la manière d'exercer le pouvoir. Voilà, ce qui fait qu'il y a un ensemble de bouleversements aujourd'hui que connaît la France dans ces territoires et dont nous on a finalement des perceptions très éparses. On voit par moments des choses quand on part en vacances, quand on voyage, on quitte un peu sa ville, quand on regarde son quartier. On peut voir un certain nombre de petits signaux éparses qu'on n'arrive pas forcément à recoder pour comprendre ce qui se passe globalement au niveau du territoire. Voilà, donc du coup il y a un peu deux objectifs sur ces trois séances que vous allez pouvoir suivre. Le premier c'est justement de comprendre et de rentrer dans la boîte noire des territoires, c'est-à-dire pour comprendre justement d'où viennent ces bouleversements qu'on connaît aujourd'hui. Et de mettre un certain nombre de mots, donc aujourd'hui ce sera le mot métropole, métropolisation, sur les phénomènes. Et le deuxième objectif, c'est finalement aussi de repolitiser le débat en se disant que ces questions sont souvent perçues comme des affaires de spécialistes, alors que c'est des questions qui concernent chacun d'entre nous et qu'elles concernent aussi la manière dont on va percevoir l'égalité entre les personnes, les territoires. Des questions justement comment on organise les territoires, c'est aussi des questions de bien commun et de démocratie. Donc tout ça invite quand même à se pencher un peu plus sur la question. Voilà, donc trois séances. La première, pour comprendre ce que c'est que ces métropoles, on entend aussi souvent parler. La deuxième séance, ce sera sur les périphéries. Et la troisième séance, sur le territoire politique. Donc la manière dont justement le pouvoir est redistribué aujourd'hui entre les territoires. Donc, je vais présenter notre intervenante de ce soir, Cynthia Goradolin, qui est directrice de recherche au CNRS et qui a publié un certain nombre de travaux sur la métropolisation. Notamment en 2015, c'était la métropolisation en question. Et je crois qu'il y a une mise à jour qui est en cours de ce livre, c'est ça? C'est un autre ouvrage et cette fois-ci on parlera de Lyon. Et donc j'allais dire, elle travaille en ce moment en plus sur la métropole lyonnaise, qui est très contente de venir ici. Tout à fait. Voilà. Donc pour commencer justement, on va peut-être revenir sur ce terme de métropole, dont on a beaucoup entendu parler. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend dans les médias, la radio, etc. Et au début, on peut avoir une première impression que la métropole, c'est la grande ville. Donc finalement, ce qui se passe aujourd'hui dans les villes, c'est un peu la suite de tout ce qui s'est fait au 19e siècle, où il y a eu l'exode rural, voilà, les villes se sont mises à grossir, aujourd'hui les villes continuent à grossir. Et souvent, quand on parle de métropole, on le rattache en fait à la grande ville. Donc voilà, on se dit en fait aujourd'hui dans la continuation d'une tendance, c'est-à-dire des villes qui gagnent en population et qui aussi de plus en plus vont concentrer toutes les activités. Donc on a le sentiment que la métropole c'est ça. Et en même temps, c'est un terme qui est émergé en géographie et en sciences humaines dans les années 90 avec un sens très très précis, puisque à ce moment-là, les géographes ont eu le sentiment qu'il y avait un phénomène qui est en train de se produire, qui était nouveau, dans la manière justement dont évoluent les villes. Donc la première phase, ce sera justement d'essayer de qualifier ce que c'est qu'une métropole et ce que c'est ce qu'on appelle la métropolisation. Voilà, donc comment est-ce qu'on le définit et puis pourquoi du coup la métropole n'est pas simplement la grande ville du 19e siècle. D'accord, très bien, c'est parti. Bon, mais d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Et je remercie tout particulièrement Marie-Hélène Lafage qui m'a contactée et avec laquelle nous avons discuté longuement en vue de la préparation de ce débat de ce soir.
Alors moi, ce que j'ai fait, je vais répondre à la question, ne vous inquiétez pas, mais je voulais expliquer un peu comment je pense procéder, c'est-à-dire que j'ai construit un PowerPoint qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire il n'y a pas de très belles images, il n'y a pas d'images du tout, il n'est pas très long, on va passer rapidement, mais c'était beaucoup plus simple pour fixer des fois les idées quand on a quelques termes, ou alors les noms d'auteurs sur lesquels je m'appuie, si vous voulez, pour avancer un certain nombre d'hypothèses. Donc, et puis en principe, on a aussi le débat. Alors, en principe, moi je ne serai pas trop long, mais on ne sait jamais. Des fois, on part très facilement. Donc, c'est à vous un peu de gérer le temps. Moi, je ne gère pas le temps. On fait comme ça. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de répondre à la question. Et je vous dis tout de suite, la question, elle a été imposée, hein. Donc, je vais répondre à la question et en disant que les métropoles sont bien des locomotives. Je vais y répondre en disant que ce sont bien des locomotives économiques. J'emploierai un autre terme, vous verrez plus tard. Mais cela n'empêche pas qu'elles sont susceptibles et elles vont renforcer les inégalités spatiales. Donc, il y a les deux. Et la métropolisation, c'est ce processus qui crée la métropole, et la métropole telle qu'on l'a définie au XXIe siècle, c'est un phénomène inédit. Je vais aussi expliquer ça, c'est inédit. C'est que la métropolisation engendre des processus de concentration et de polarisation de la richesse ou des flux. Et en même temps, il y a des processus de désertification. J'emploie le terme désertification parce que certains auteurs l'emploient, désertification économique. Donc, il peut entraîner. Donc, l'idée, c'est de présenter cet enjeu et d'imaginer comment on peut concevoir des politiques publiques qui sont en mesure de réduire ces inégalités. Et si l'on veut assurer plus exactement, la soutenabilité sociale et environnementale des métropoles. Parce que les métropoles, c'est important à l'échelle nationale. Elles représentent un enjeu majeur parce que c'est l'inscription de la société, du pays, de la nation, dans la mondialisation et la globalisation. En d'autres termes, si l'on veut comprendre, et c'est pour ça que je dis que c'est un phénomène inédit, si on veut comprendre la métropole, on doit avoir en tête la métamorphose du capitalisme, ce capitalisme qui s'est financiarisé et qui est globalisé et indissociable du fait métropolitain. Alors, l'hypothèse sur laquelle je travaille et sur laquelle repose en fin de compte cette présentation, c'est que l'avènement de la métropole dans un monde globalisé et mondialisé, et j'expliquerai monde mondialisé et globalisé, c'est pour ça que c'est vraiment inédit, exige le réajustement de nos représentations du monde, du territoire et de l'État pour concevoir des politiques publiques et mobiliser les acteurs. Donc, je vais insister sur ces reconfigurations, sur la nécessité de reconfigurer nos représentations. Alors, l'introduction va être un peu longue, mais on ira rapidement sur les autres parties, parce que, être long, façon de parler. Je vais évoquer mon cheminement parce que vous allez comprendre, en fin de compte, le prisme à travers lequel je parle. Parce que c'est important de le dire d'emblée. Alors, ensuite, on parlera de la métropolisation en tant que telle, et dans un deuxième temps, on parlera justement de la complexité de la métropole, pour bien insister sur son caractère inédit. On parlera des enjeux d'échelle, de l'ici et de l'ailleurs. On ira très rapidement sur ville globale et ville mondiale, quelle est la différence, pourquoi il est important quand on travaille sur la métropole d'avoir en tête ces différences, et donc on parlera de représentation en conclusion. Alors l'introduction, c'est
C'est le cheminement. Alors moi j'ai toujours travaillé sur la ville. J'ai commencé dans les années 70, donc il y a un certain temps, à travailler sur l'urbanisation. C'était ça qui m'intéressait. Et j'ai choisi comme terrain, le terrain que j'ai privilégié, ce sont les villes américaines. Comme ça me permettait de mieux comprendre ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand on dit de la recherche, c'est en fin de compte un travail de terrain. Le travail de terrain, et je vais vous expliquer combien le travail de terrain m'a aidé, m'a permis de travailler il y a à peu près 20 ans sur cette idée de métropolisation. Dans les années 90, mes collègues américains m'avaient dit « Cynthia, c'est très bien, tu travailles sur les villes américaines, mais tout compte fait, qu'est-ce que tu connais? Tu connais les villes de la côte Est et les villes de la côte Ouest, et tu ne connais pas le Midwest. » Et le Midwest, c'est the heart of the American culture, of the American history. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai que je devrais aller dans le Midwest et je devrais un peu connaître ces villes. Et je suis allée comme ça à Indianapolis, à Madison, à Milwaukee, et je suis allée aussi à Minneapolis-Saint-Paul. Donc on est bien dans le Midwest. Et en écoutant les acteurs locaux, parce que j'interroge les acteurs locaux, et notamment à Minneapolis-Saint-Paul, moi les acteurs locaux m'ont dit que leur travail avait complètement changé et que leur objectif à présent c'était de put Minneapolis-Saint-Paul on the map. Donc c'était ça, et on était dans les années 90, dans la seconde moitié des années 90. Et ils se référaient à l'exemple de Minneapolis-Saint-Paul, le conseil métropolitain, parce que Minneapolis-Saint-Paul a un conseil métropolitain qui fête cette année ses 50 ans, donc en accord avec l'État, on est l'État fédéré, bien entendu, on parle de l'État fédéré, pour to put Minneapolis on the map, a conçu le Mall of America. Donc un grand mall, effectivement, plus grand que les autres. Un mall, c'est un centre commercial, mais c'est la particularité de ce centre commercial, si se voulait refléter la culture américaine. Donc vous avez toujours, en fin de compte, on reproduisait les rues de New York, les rues de San Francisco. Enfin, c'était vraiment donner une idée de ce qu'est la civilisation américaine à travers le mall. Et puis il y a aussi un parc d'attractions pour les enfants. Enfin, il y avait plein d'activités, un aquarium, et c'est tout à fait nouveau. Et à l'époque, donc il y a 20 ans, nous, dans l'Europe, si on peut faire le parallèle avec Minneapolis-Saint-Paul, avec le Mall of America plus exactement, nous avions Bilbao. Sauf que Minneapolis-Saint-Paul n'avait pas vraiment connu de désindustrialisation, mais il y avait cette idée de to put on the map. Et c'est ce qu'on a fait en Europe à Bilbao. À Bilbao, pratiquement, qui a une ville qui a connu une désindustrialisation très importante, en fin de compte, a réussi à remonter la pente, si on peut dire, avec l'histoire du musée Guggenheim, que tout le monde a peut-être visité, enfin je ne suis pas encore allée. Mais voilà le parallèle. Et pour donner un petit exemple, Minneapolis-Saint-Paul, il faut savoir que le centre commercial régional, le modèle du centre commercial régional qui a été diffusé un peu partout dans le monde, c'est un centre commercial dans la banlieue de Minneapolis, à Edina, qui a été le modèle par excellence qui a circulé par la suite. Donc c'est un territoire qui, disons, a inventé le centre commercial. C'est un peu leur histoire, si on peut dire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fin de compte, il y avait véritablement un tournant avec la mondialisation et la globalisation. Et jusqu'à présent, on était en 97, on avait eu l'ouvrage qui a connu un grand succès en 91, l'ouvrage de Saskia Sassen sur la ville globale. Alors moi, ce que j'avais compris de la ville globale, c'est qu'en fin de compte, j'avais compris le principe de financiarisation du capitalisme, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, en fin de compte, mais c'est très important, et l'idée qu'à partir de cette financiarisation du capitalisme, il y avait une
re-hiérarchisation des villes à l'échelle mondiale. Mais à Minneapolis-Saint-Paul, ce que j'ai compris, donc en contact, c'est qu'en fin de compte, ce processus ne touchait pas uniquement les capitales financières, mais concernait aussi des villes secondaires, c'est en plein le terme qu'on peut utiliser, et impliquait un investissement politique, économique, local, des acteurs locaux. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus comme ça, il implique les acteurs locaux. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à travailler sur la mondialisation et globalisation. Et j'ai pensé, donc on était à la fin des années 90, à un ouvrage, au dictionnaire des mondialisations, puis après le dictionnaire critique de la mondialisation, c'est-à-dire c'était un dictionnaire à l'usage des étudiants, des jeunes et peut-être du grand public, mais ça je ne sais pas trop, qui en fin de compte montrait le caractère multidimensionnel de la mondialisation et qui insistait en fin de compte sur cette différence qu'il faut faire peut-être entre mondialisation et globalisation, et c'est ce qui va un petit peu animer la séance. Donc, je dis tout ça, pas uniquement pour faire la publicité de l'ouvrage, mais pour bien insister sur le fait que je travaille sur la métropole à partir du prisme de monde mondialisé et globalisé. Alors que vous avez d'autres personnes qui travaillent, je ne suis pas la seule, on est nombreux à travailler sur la métropolisation, d'autres personnes qui travaillent sur les métropoles, mais à travers le prisme de la décentralisation. C'est quelque chose d'autre, hein, et pourtant on travaille sur le même objet. Alors voilà l'ouvrage que Marie-Hélène a eu l'amabilité de signaler. Voilà, donc là je vais terminer cette différence entre mondialisation. Donc mondialisation, c'est l'intensification des échanges. C'est perçu comme un processus qui a plusieurs siècles, puisqu'en fin de compte, la découverte du monde, c'est le XVe siècle. Et les géographes parlent du territoire monde. Alors que globalisation, c'est beaucoup plus les processus économiques et la métamorphose du capitalisme, cette financiarisation. Et nous verrons aussi, c'est le caractère inédit de la métropole, c'est qu'en fin de compte, la métropole fonctionne aussi avec des acteurs globaux. Donc ça, c'est inédit. Et bien entendu, cela est possible à cause de la révolution numérique. Je ne vais pas insister là-dessus. Donc quand j'observe la métropole, après le dictionnaire, moi je la comprends à travers les termes d'investissement direct à l'étranger, les agences de notation, les acteurs globaux, le capitalisme globalisé, et non simplement au travers du prisme de la décentralisation. Alors, la métropolisation, pour comprendre le caractère inédit de la métropole aujourd'hui, il faut revenir un moment, un élément fondamental de ce prisme, c'est l'élément métropolisation. Et ce qui est intéressant, vous avez signalé, Marie-Hélène, que depuis les années 90, on y travaille ici comme aux États-Unis. Hein. Mais là, pour être un petit peu plus exotique, je vais parler des États-Unis, puis on évoquera un peu les similitudes avec notre contexte. Donc, dès le départ, l'accent a été mis sur la restructuration industrielle. En gros, pour aller vite, dans les années 80, on a parlé de la désindustrialisation. Là-bas, comme ici, hein, ça c'est pas spécifique à un pays. Puis à partir des années 90, on a inventé des termes, des concepts, pour bien signifier les mutations spatiales économiques de la ville ou encore sa reconfiguration. Alors, donc on a utilisé le terme de Edge City, et dans le contexte états-unien, c'est presque une révolution, c'était un moyen de dire, écoutez, pendant toute la phase industrielle du capitalisme, les emplois étaient localisés dans la ville
Et puis, bien entendu, il y a des quartiers des résidentiels. Et puis, il y a les banlieues, et les banlieues sont principalement résidentielles. Mais maintenant, avec cette restructuration économique, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une concentration d'emplois dans les banlieues. Donc, les banlieues ne sont plus uniquement résidentielles, et nous avons le phénomène d'Edge City. Donc, on peut utiliser le terme de décentralisation économique, de desserrement économique, mais en fait, c'est assez fort le terme de Edge City. C'est beaucoup plus, on est plus dans l'objectif de la restructuration industrielle et pas uniquement desserrement des industries. C'est-à-dire qu'il va y avoir une hiérarchisation des emplois, avec les emplois liés aux entreprises dites globales vont se localiser dans les villes, des emplois, disons, des classes créatives, et puis nous avons notre catégorie d'emplois dans les banlieues. Et puis 10 ans plus tard, il y a un autre, c'est pas un économiste, c'est tous les deux, c'est intéressant, ce sont des sociologues qui en fin de compte étudient la dimension économique et la dimension spatiale, qui ont dit, mais vous savez aussi, il y a des phénomènes de concentration des emplois dans les banlieues, mais il y a aussi edgeless cities, c'est-à-dire des emplois qui ne sont pas forcément concentrés et qui peuvent s'éparpiller dans le territoire suburbain. Donc il y a une diffusion. L'idée c'était de dire qu'il y a une diffusion d'emplois qui concerne plus uniquement la ville, mais un territoire beaucoup plus vaste qu'on a commencé à appeler territoire métropolitain, le territoire de la métropole. Donc c'est plus une ville, c'est un territoire beaucoup plus important. Puis on a parlé des liens au sein de la métropole, on a commencé à utiliser le terme de intramétropolitain, ce qui concerne pratiquement le territoire de la métropole. C'est l'époque aussi où on a inventé le terme de cluster, donc vous connaissez aussi, puisqu'on l'utilise même en français, on emploie le terme de cluster. C'est encore cette idée de concentration dans un territoire donné d'entreprises relevant d'un même secteur. Mais au départ, ça a été utilisé essentiellement pour tout ce qui concerne la technologie et le secteur de la haute technologie. Et puis à la fin des années 90, donc vous avez un auteur, Myron Orfield, qui a inventé le terme de metropolitics. L'idée de Myron Orfield, c'est de dire, ok, il y a une restructuration spatiale et une restructuration économique, mais en fin de compte, il y a des enjeux sociaux. Et pour régler les questions des inégalités sociales et spatiales, il est indispensable, il a mis l'accent sur une dynamique politique à l'échelle de la métropole. Parce que dans son travail, il est professeur à l'université de Minnesota, il a bien mis en évidence les disparités entre les municipalités. Au sein d'un territoire métropolitain, il y a différentes municipalités, mais il y a des municipalités riches, des municipalités pauvres, et il a bien mis l'accent là-dessus, et avec l'idée de l'impératif d'une redistribution au sein du territoire de la métropole. Donc voilà, tous ces termes-là, c'est pour vous montrer comment progressivement on est amené à comprendre ce caractère inédit de la métropole. Donc voilà, aux États-Unis, donc le Brookings Institution, un important think tank, a créé par exemple dès 1996 un Metropolitan Policy Program, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était un début de réflexion et d'analyse sur ce que doivent être les politiques publiques à l'échelle de la métropole. Et puis pas mal d'auteurs. Il y a 3 auteurs qui ont utilisé le terme pour parler de la métropole, et ont utilisé le terme de la révolution métropolitaine. Tout ceci pour vous dire combien c'est perçu comme un processus, un soubassement spatial, économique extrêmement important, que les acteurs locaux maîtrisent plus ou moins, mais on reviendra là-dessus. Et là, j'ai cité Bruno Latour parce que j'ai trouvé, d'ailleurs, vous pouvez trouver ce texte sur Internet, qui a beaucoup parlé il a fait un article dans une revue où il a fait un rapport pour la Datar, où il a parlé de l'importance de ces reconfigurations spatiales, économiques sur l'ensemble d'un territoire national, et il a parlé de la souffrance spatiale des habitants.
Ça, c'est important pour, par exemple, comprendre un petit peu ce qui s'est passé au moment des élections présidentielles. Et puis, je vais insister là sur la dynamique, si vous voulez, institutionnelle dans notre contexte national. C'est que nous avons une loi, donc là aussi il y a 20 ans, la loi Chevènement, qui va créer l'intercommunalité. Ça rejoint un petit peu, c'est pas exactement similaire, mais l'idée, en fin de compte, de metropolitics. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut éviter cette fragmentation administrative, politique et institutionnelle, et il faut créer de l'intercommunalité pour responsabiliser l'ensemble des acteurs sur une dynamique qui dépasse la dynamique de la commune. Et puis, en fait, la métropole, phénomène inédit également dans notre contexte, est issue de la réforme territoriale et de la loi MAPTAM 2014, et l'institution métropole date du 1er janvier 2015. C'est peut-être notamment ça aussi qui peut faire du brouillage dans le terme, c'est que souvent on entend métropole aussi comme institution, comme par exemple la métropole du Grand Lyon, voilà. Et en France, il y a aujourd'hui 22 métropoles, alors qu'il y en a, avec ce qu'on vient de décrire, on peut se demander si elles sont vraiment métropoles, vu leur niveau d'insertion, on va dire, dans la globalisation. Donc, par exemple, Chambéry, Vosges métropole, bon, voilà, ça relève plus du rêve, de la vision des élites locales que peut-être de la vraie métropolisation. Parfois, on parle un peu de métropole pour la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler juste en 2014, parce que pour que l'ouvrage puisse paraître, donc en faisant le point un petit peu là-dessus, on était autour de 15, si je ne me trompe pas, au début de 2015, et effectivement, maintenant 22, ça c'est un peu bon. Donc, alors, cette idée de métropolisation, là je fais référence à, moi c'est un terme que j'utilise facilement, c'est la notion, l'idée qu'il y a un processus de reterritorialisation. C'est-à-dire qu'il y a des processus économiques et politiques qui font que le territoire national est en train de se reconfigurer. Et il faut bien comprendre, si vous voulez, se donner de nouvelles représentations du territoire national pour mieux comprendre des enjeux. Et cette idée n'est pas très étrangère, je dirais, à l'idée de Bertrand Badi, le politologue, qui a parlé à un moment donné de la fin des territoires. Alors, c'était très ambigu cet ouvrage, mais les géographes en 2005 ont aussitôt répondu en disant si le territoire est mort, il avait dit le territoire national est mort, c'était l'idée de Bertrand Badi, c'est-à-dire il n'est plus comme il était autrefois, eh bien il y a maintenant des territoires, et les territoires, c'est peut-être en grande partie les métropoles. Donc voilà, tout ça c'est à discussion, mais c'est pour vous montrer comment au cours de ces 20 dernières années on a construit cette notion de métropolisation, et c'est pas simplement une idée qui vient d'arriver. Alors, donc le territoire se reconfigure, c'est ce que je retiendrai de cette première partie. Alors la deuxième partie de la complexité de la métropole. Si on synthétise par rapport à cette question de la vie du 19e siècle, tout à fait. En gros, la vie du 19e siècle, elle vivait avec son arrière-pays, où elle allait chercher des ressources, et où elle grossissait, elle avait une croissance, etc., en s'appuyant sur les ressources autour d'elle, alors que la ville, à partir des années 90, c'est une ville qui est mise en réseau à l'échelle mondiale. Donc c'est notamment le géographe Pierre Vels qui parle d'archipel métropolitain, d'archipel mondial. Donc cette idée que du coup ce qui prévaut dans les relations entre les villes, c'est les relations entre elles et plus avec leur arrière-pays, ce qui est en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que du coup, ça va être ces échanges entre elles qui vont prédominer sur l'État et sur l'arrière-pays, etc. Oui, voilà. Le dosage se fait après en fonction de chaque métropole, mais en fin de compte, je parlerai justement de l'archipel métropolitain mondial, c'est qu'en fin de compte, on arrive
à imaginer. Maintenant, on peut imaginer, c'est un terme qu'on n'utilisait pas il y a 20 ans, mais maintenant qu'on utilise, de l'intermétropolitain. Donc, on parle de l'intramétropolitain, intermétropolitain à l'échelle mondiale ou à l'échelle globale, et on parle aussi de l'interterritorialité, parce qu'on essaye de ne pas justement couper la relation entre la métropole et son hinterland. Donc, on parle aussi d'interterritorialité. Alors, je vais parler du multiscalaire et transscalaire. Vous savez, je suis géographe et la notion d'échelle, on doit y passer, c'est indispensable. Mais ça permet, c'est pas uniquement parce que ça me plaît bien, mais c'est indispensable pour comprendre, en fin de compte, la complexité de la métropole, parce qu'elle vit à différentes échelles. Et puis, on va donner un exemple, justement, de ce transscalaire, à partir de l'idée de l'habiter de l'ici et de l'ailleurs. Donc, pour aller très vite, le monde pour les géographes, c'est un référentiel spatial. Géographe français parle de territoire monde, c'est une échelle géographique, mais les géographes ont beaucoup mis l'accent sur le fait qu'en fin de compte, s'il faut penser l'échelle mondiale, il y a un emboîtement des différentes échelles, c'est-à-dire que le local rentre dans le régional dans le national, et le national, le régional, si ça peut être l'Europe, et après c'est le mondial. Il y a comme un emboîtement des échelles. Et il y a une continuité historique qui se ferait. Mais si je prends cette notion de système monde dans le contexte des États-Unis, je vais essayer de comparer ce qu'est le système monde de ce qu'est le système global. Et je m'appuie notamment sur deux auteurs, Wallerstein, dont les travaux remontent aux années 70, et nous avons Sassen, j'ai mis Sassen parce qu'elle travaille sur la ville, mais il y a d'autres auteurs, d'ailleurs j'ai mis ici entre parenthèses Leavitt, qui ont travaillé sur le système global pour montrer qu'en fin de compte, on a franchi une étape, on est dans de l'inédit. Donc, dans les années 70, la représentation du monde était encore ancrée dans une vision, le centre et la périphérie. En gros, il y avait le nord et le sud, pour aller très vite. Bien entendu, c'était plus subtil que ça, mais moi je simplifie un peu. Et puis, il y avait l'idée que progressivement, la périphérie rentrerait dans ce système monde par le biais du capitalisme. C'est-à-dire le capitalisme va entraîner une nouvelle dynamique. Et Wallerstein et ses disciples ont utilisé le terme de économie monde et on rejoint les idées de Brodel. Il y a une économie monde. Et l'idée, c'est qu'en fin de compte, il y aura au fur et à mesure un réajustement de ces représentations de type centre et périphérie. Et en fait, avec le Global System, c'est beaucoup plus complexe. D'abord, le terme de global a été utilisé par les théoriciens des organisations qui ont travaillé sur les entreprises et qui ont montré comment les entreprises n'étaient plus vraiment multinationales, mais elles se globalisaient. Et se globaliser, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise pouvait désormais avoir différents sites à l'échelle mondiale, donc une entreprise multi-site, et en séparant bien, en cloisonnant, en fin de compte, la conception, la production, la consommation. Et cela n'est possible, bien entendu, que grâce à la révolution numérique, c'est-à-dire c'est grâce à Internet, il y a le transfert des données, et par le biais du smartphone par la suite. Donc, il y a eu cette réorganisation, cette restructuration de l'entreprise. Et on a parlé de déterritorialisation, reterritorialisation. Justement, cette idée il y a désindustrialisation dans une partie du monde, mais il y a industrialisation dans une autre partie du monde. Et puis il y a cette idée que l'économie globalisée ou l'économie globale, elle est forcément ancrée dans un réseau de villes.
Ça ne veut pas dire que toutes les villes sont égales, sont le même positionnement au niveau hiérarchique, mais c'est pratiquement des réseaux de villes. Et puis, il y a cette idée qu'il y a une recomposition des identités avec le local global. Alors là, je vais venir sur le local global, parce que ça, c'est un aspect aussi inédit. Quand on pense le système monde, on pense à l'emboîtement des échelles, alors que quand on pense le système global, en fin de compte, on pense à cette intervention des acteurs globaux et à cette nouvelle dynamique locale globale. Et donc, cette dynamique locale globale, elle se retrouve dans la métropole. Mais bien entendu, l'intensité peut varier d'une métropole à une autre. Donc, le global, c'est une catégorie qui permet de penser l'espace des échanges matériels et virtuels. Et là, Wels et Dollfuss ont utilisé le terme d'archipel métropolitain mondial pour qu'on ait une représentation, en fin de compte, de ce réseau de villes. On a aussi parlé des acteurs globaux. Globaux, ce serait synonyme de pratiquement transnational, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'État, il n'y a pas emboîtement des échelles, mais ça c'est la révolution numérique. Les flux de capitaux traversent les différents territoires et nous avons interférence entre local, global, qu'on appelle global. Alors, quand on pense, alors je reviens à mes deux notions multiscalaire et transscalaire, c'est le multiscalaire. Et la métropole fonctionne dans le multiscalaire, c'est-à-dire il y a bien l'emboîtement des échelles depuis le local, national, régional, mondial. Mais la métropole fonctionne aussi au travers de l'interaction des échelles et on est donc dans le transnational. Et il y a une certaine manière, le local s'émancipe. Mais attention, j'ai employé un terme très fort, mais prend distance par rapport avec le national en raison de l'influence du global. Donc vous comprenez, là, on est dans une très grande complexité. Et je vais illustrer ça par la notion de habiter l'ici et l'ailleurs. Généralement, l'habiter l'ici et l'ailleurs, ce serait synonyme de généralisation de l'expérience diasporique. Quand on pense au terme à l'expérience diasporique, quand on pense à diaspora, on pense forcément, ça c'est tout au long de l'histoire on a utilisé ce terme, on pense forcément aux migrants, à une catégorie des migrants qui conserve ses liens avec le territoire d'origine. Mais c'était une catégorie. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, cette expérience diasporique, cet habiter l'ici et l'ailleurs, touche une grande partie de la population et pas une fraction des migrants. Elle touche, bien entendu, les migrants, mais elle touche les étudiants internationaux, elle concerne les classes créatives. On emploie le terme de classe créative après Richard Florida. Donc, ces catégories de population qui vivent grâce à leur créativité, mais quel que soit le domaine, artistique, communication ou finance. Les chercheurs, les touristes, une grande partie de la population vit sur le mode ici et ailleurs. Encore une fois, c'est possible grâce à la révolution numérique. Donc, quand on dit habiter Lyon, c'est super, mais on habite aussi l'ici et l'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous autres géographes, on différencie la proximité spatiale de la proximité relationnelle. Parce qu'en fin de compte, habiter l'ici et l'ailleurs, vous êtes dans la proximité relationnelle avec peut-être votre voisin de palier, mais en fin de compte avec d'autres personnes localisées dans d'autres métropoles ou ailleurs dans le monde. Donc un monde globalisé et mondialisé, ça va nous permettre de comprendre l'ambiguïté, je ne sais pas si c'est l'ambiguïté ou la complexité de la métropole.
Et pour comprendre ce monde globalisé et mondialisé, je vais essayer de définir cette notion en partant de la notion de ville mondiale, ville globale. Parce que, attention, ce n'est pas synonyme. Et puis nous avons ville-monde. Alors je vais expliquer un peu ces différentes étapes. Alors, la ville mondiale, la ville globale, on l'a déjà vu et on le sait depuis Saskia Sassen, donc le début des années 90. C'est la ville qui représente le site privilégié donc de l'ancrage des réseaux globaux, dont financiers. Comme par exemple Londres. Londres ou Paris aussi. Paris aussi est une ville globale. Peut-être Londres est plus... Vous voyez, après dans la hiérarchie, Londres dépasse Paris de ce point de vue-là, c'est fort possible. Mais moi, je ne rentre pas dans cette classification. Et puis, la ville globale, représente un opérateur de la reconfiguration du monde. Donc elle joue un rôle déterminant et elle participe de ce capitalisme financiarisé. Parce qu'on est dans ce monde, de ce capitalisme financiarisé. Alors les villes globales, j'ai mis donc Paris, New York, Londres, Hong Kong, Shanghai. Mais par contre, les villes mondiales, ce sont des villes qui sont connues à l'échelle mondiale, mais qui ne sont pas pour autant globales. Alors Venise, Florence, Salvador, Bahia au Brésil, et bien entendu la liste est longue, et bien entendu Paris est aussi une ville mondiale. Mais il y a les deux, il y a ville mondiale et ville globale, et c'est comme ça qu'elle se définit en tant que ville-monde. Alors voilà un peu ce qui va me permettre, ce tableau qui permet un peu de différencier la ville. Alors la ville globale, elle a un rôle de commandement dans l'économie globalisée. Il y a bien entendu, on parle avec la financiarisation du capitalisme, on parle de la dématérialisation de l'économique, mais ça se traduit dans le cadre de l'aménagement urbain par des quartiers dédiés à ces fonctions et par un processus de gentrification. Les flux de capitaux traversent la ville et se traduisent par, en fin de compte, aussi la hausse. Gentrification, peut-être pour expliquer, oui. J'appuie en anglais, c'est traduit en français par embourgeoisement. C'est l'idée qu'il y a des effets de concentration, justement d'élites métropolitaines dans certains quartiers, qui est vraiment lié au phénomène général. Et ça peut être des élites globalisées, dont les classes créatives, et ça participe des flux de capitaux. Donc il y a une reconnaissance de dynamique de reterritorialisation, et puis donc le rôle incontournable des classes créatives, mais bien entendu aussi c'est une ville qui connaît de fortes inégalités sociales. Et on parle de l'archipel métropolitain pour ces villes globales. Maintenant, les villes mondiales, elles sont reconnues à l'échelle mondiale, mais elles n'ont aucun rôle de commandement dans ce capitalisme financiarisé. Elles sont connues parce qu'elles ont contribué à l'histoire de l'humanité en tant que centre culturel et peut-être économique. Elles ont un patrimoine historique universel. Elles sont attractives auprès des touristes, parfois des classes créatives, mais ce sont des touristes. Et elles s'inscrivent dans un réseau de villes culturelles autour de la notion ou de culture ou de patrimoine. Alors maintenant, nous passons à partir de cette différenciation de ville mondiale, ville globale, on va essayer de comprendre ce qu'est le monde globalisé. Et comme ça permettra encore une fois de revenir sur ce caractère inédit de la métropole, parce qu'elle se retrouve dans un monde globalisé et mondialisé. On n'opère plus vraiment dans la vision centre-périphérie, puisqu'on a, vous savez, inventé le terme de pays émergents. On n'est plus dans le centre-périphérie. On intègre le numérique. Donc le numérique, ça permet l'habiter l'ici, l'ailleurs, mais ça facilite la circulation des capitaux. Et puis on reconnaît la pertinence d'acteurs globaux transnationaux. Alors, je reprends ici la définition du dictionnaire. C'est la capacité d'agir ensemble
indépendamment de la localisation géographique. Et ça, c'est très fort. Et je dirais, c'est pratiquement inédit dans l'histoire. Voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette notion dans un ouvrage qui est paru en 2016. C'est un ouvrage collectif que j'ai coordonné. Et donc, nous venons au statut de la métropole. Donc, la métropole, elle fonctionne dans le local et dans le global. Le local, c'est un échelon politico-administratif intranational. C'est sur le local qu'il y a un ancrage des processus déterritorialisés. Et le local est donc indissociable du global. Alors, je fais la différence avec le mondial. Le global ne donne pas à voir le monde et l'humanité. Le global, ce sont les flux. Et les acteurs œuvrent dans la connectivité transactionnelle et le transnational. Ça, ce sont des termes qui ont toujours existé, mais qu'on utilise régulièrement aujourd'hui. Et on oscille entre le aspatial et l'hyperspatial, et ça, c'est possible avec la révolution numérique. Donc, je pense que je vais sauter celle-là. Voilà. Voilà. On arrive, je suis dans les temps, là, je suppose. Donc, quels sont les enjeux de la métropole dans un monde globalisé et mondialisé ? Alors, la métropole présente des enjeux des enjeux qui concernent sa soutenabilité sociale, environnementale, parce que ça c'est pas acquis, ça se travaille, outre sa soutenabilité économique, parce qu'on a dit à plusieurs reprises que la métropole était complexe, mais quand on dit complexe, on dit aussi fragile. Donc la métropole, elle est fragile. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer d'abord en quoi justement la métropole, c'est des villes qui sont inégalitaires? Déjà, pourquoi la métropolisation produit des inégalités à l'intérieur de la ville? Et pourquoi elle crée aussi des inégalités entre les villes? C'est-à-dire qu'on va avoir des villes moyennes qui vont décliner, avoir tendance à décliner, et des grandes villes qui vont avoir tendance à prendre leur importance. Alors, s'il y a des villes, et je parlais de processus de désertification, il y a des villes qui déclinent parce qu'il n'y a plus de capitaux, il n'y a plus d'investissement. Et la faute n'est pas parce qu'on a construit un centre commercial, comme disaient les médias, à tel endroit. Ça a contribué peut-être, mais il n'y a plus d'investissement. Parce que les flux de capitaux, aujourd'hui, concernent l'ensemble du monde et vont privilégier des territoires par rapport à d'autres. Et tous les territoires ne sont pas privilégiés. Et c'est la raison pour laquelle les élus locaux, dans un certain nombre de villes, ont mené des politiques, comme on dit aujourd'hui, d'attractivité territoriale, alors qu'autrefois on parlait d'aménagement urbain ou planification spatiale, des politiques d'attractivité. Il s'agit d'attirer des flux de capitaux, il s'agit d'attirer des acteurs globaux. Voilà. Alors, pourquoi ça crée des inégalités? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on observe avec la mondialisation et la globalisation, c'est que vous avez aussi des flux migratoires. Alors, les flux migratoires, donc, d'une certaine manière, là je reprends un débat qu'on a entendu aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, Trump a dit, bien entendu, qu'il allait reconduire les immigrés illégaux chez eux, ou du moins à la frontière. C'est qu'en fin de compte, Trump a dit que, et c'était ça, une partie de la population y croyait, que les immigrés prennent les emplois des populations locales. Et en fin de compte, il y a des travaux d'économistes, dans le cas des États-Unis. Il y en a certainement chez nous, mais simplement je préfère parler des États-Unis parce que j'ai suivi ça ces derniers temps, qui expliquent qu'en fin de compte, les immigrés, ceux qui ont qui ont une éducation
ne créent eux-mêmes des emplois et ne prennent pas des emplois aux Américains, et ceux qui n'ont pratiquement pas de capital social ou de capital d'éducation prennent des emplois que les Américains ne veulent pas. Donc il y a des inégalités parce que nous avons une catégorie de la population qui va travailler, si vous voulez, avec des salaires... à la marge du système économique. Voilà, il y a d'une part ça. Puis il y a des inégalités spatiales qui font que tout le monde n'a pas accès à l'école de son choix. Bon, ça c'est un point extrême. Donc des inégalités d'opportunités, comme on appelle. Et puis vous avez bien entendu les acteurs locaux, les acteurs politiques, dans leur politique d'attractivité, vont investir des sommes importantes sur une partie de leur territoire. Et donc ça se fait au détriment d'autres parties du territoire. Et puis on a bien entendu, si vous voulez, enfin c'est toujours cette histoire, c'est des investissements qui pratiquement, au départ, qui font qu'il y a un ralentissement de la machine économique et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pratiquement des inégalités entre un certain nombre de métropoles, mais aussi des inégalités au sein du territoire métropolitain. Ça, c'est clair. Et la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des quartiers, c'est un phénomène qu'on observe partout. Les prix immobiliers montent, ils montent parce qu'il y a des capitaux qui arrivent, et en fin de compte, la population locale, avec les salaires locaux, ne peuvent pas avoir accès à ces logements. C'est pour ça qu'il y a aussi des travaux sur la sociologie de ces nouvelles formes de ville, puisque apparaît une nouvelle sociologie à l'intérieur avec des élites justement idéalisées, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Après, il y a d'autres personnes qui sont là pour faire tourner les éléments indispensables à une métropole, tout ce qui va être professeurs d'université, justement les personnes qui travaillent dans la culture, qui ne sont pas forcément des grandes élites au sens où c'est pas forcément des personnes qui gagnent beaucoup leur vie, mais elles font tourner des éléments essentiels à la machine métropolitaine. Tout à fait. Et après, des classes, on va dire, populaires, qui, elles, font tourner tout ce qui va être commerce, etc. Donc, on va avoir tendance à l'intérieur de la ville à avoir comme ça une montée des inégalités. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir accès au commerce de luxe du centre-ville, etc. Et une partie de la population qui n'a pas accès à tout ça et qui vit pour faire tourner tout ce qui va être les services, les coiffures, ce genre de choses. Enfin, je caricature un peu, mais il y a vraiment l'émergence de ça, en fait, et qu'on voit aujourd'hui dans nos villes, et qu'on a un peu du mal à percevoir, qui vont utiliser des termes comme bobo, etc., pour parler de ces éléments-là qui se passent, sans comprendre en fait le lien qu'il y a avec toutes ces transformations du système économique et de la vie. Tout à fait. Donc, on a dit intramétropolitain, intermétropolitain. Et ça, c'est le dernier point, le point final, si vous voulez, pour décrire la complexité de la métropole. Donc, vous avez compris que, tout compte fait, l'hypothèse de départ, c'est que oui, les métropoles représentent, si vous voulez, sont extrêmement importantes pour la dynamique de la société, d'une société nationale, parce qu'elles représentent, en fin de compte, l'insertion de ce pays, de cette société ou de cette nation dans ce monde globalisé et mondialisé. Donc ça, c'est un point important. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'entraîne pas des inégalités. Simplement, c'est à nous à pouvoir imaginer des politiques publiques et peut-être des institutions, c'est à voir, pour remédier à ce processus, à ces dynamiques, à ces processus inégalitaires. Mais aussi pour bien montrer l'importance des métropoles, en fin de compte, à l'échelle mondiale et à l'échelle globale, c'est qu'en fin de compte, nous avons là récemment, depuis ces dernières années, des travaux, j'ai signalé celui de Benjamin Barber, dont l'ouvrage a été traduit en français. Pourtant, tous les ouvrages écrits en anglais ne sont pas traduits en français, mais celui-là, c'est donc si les maires gouvernaient le monde. C'est-à-dire, il va jusqu'à dire qu'en fin de compte, les maires sont plus efficaces, les maires des grandes villes, sont plus efficaces que les États,
Mais ça voulait dire aussi autre chose, c'est que nous sommes dans ce monde globalisé et mondialisé. Il y a un certain nombre de villes qui se situent en rivalité avec les États. Et ça, dans le cadre des conférences des Nations Unies, on peut l'observer. Et je pense en premier à Habitat 2, c'est donc une conférence des Nations Unies qui réunit tous les 20 ans, non les 10 ans, non 20 ans, en fin de compte, des États pour discuter des questions urbaines et des questions d'environnement. Et 96, c'était déjà une révolution qui s'amorçait. Et j'étais à Istanbul. Et ce qu'on a vu, ce n'est pas uniquement des représentants d'États, mais des représentants de villes. Et ça, la conférence des Nations Unies, qui a priori est un système international, c'est intéressant de voir les acteurs locaux. C'est peut-être un cas avec Barcelone, justement, qu'on connaît un petit peu, parce que c'est une ville justement qui est très touristique, très tournée vers le monde, qui en fait a justement vraiment connu un processus de métropolisation avec un remplacement des entreprises locales par des investissements directs étrangers, des grands groupes qui sont arrivés, qui s'est développé comme ça, et qui veut presque, alors que par exemple la situation économique espagnole va pas très bien, à Barcelone, on peut avoir une ville qui est presque hors sol, je fais un capture aussi un petit peu, qui se porte bien et qui va regarder d'un mauvais œil certaines réformes proposées par l'État. En fait, nous, il y a comme une disjonction qui se produit en fait entre des villes et des États. Et voilà, après ça participe aussi de tout le débat autour de l'indépendance de la Catalogne. Je pense que cette disjonction qui se crée, mais c'est pour illustrer un peu ça en fait. Cette disjonction État. Puis là, on peut donner l'exemple de la COP 21. Donc en 2015 à Paris, il y avait aussi pas mal de représentants de villes. Et puis il y a des associations de villes, enfin assez importantes, et qui font du lobbying auprès des États aussi. Donc vous voyez, la métropole se situe dans un contexte extrêmement complexe, et elle est elle-même complexe. Donc ça demande vraiment qu'on en discute, qu'on en parle, pour pouvoir voir comment, en fin de compte. Mais vous voyez, c'est de nouvelles, il faut avoir d'autres représentations du territoire et des acteurs politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas compléter justement avec un petit peu les thèses qui sont amenées par Christophe Guilluy aujourd'hui, dont on entend beaucoup, parce que c'est quand même un géographe qui a eu le mérite de populariser un petit peu ça, au sens où il est venu parler des métropoles, en disant bah voilà, aujourd'hui il y a deux types de territoires, il y a des métropoles et il y a la France périphérique. Donc en gros, il y a les métropoles qui sont les territoires qui vont bien, et donc là ça ramène aux récents événements qui sont positifs, qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et des territoires où rien ne va, qui sont en train de décliner, etc. Et que ces territoires qui vont pas bien, c'est la France périphérique. Et est-ce que vous, voilà, comment vous regardez cette distinction métropole-France périphérique Est-ce qu'elle est juste pour décrire ce qui se passe au niveau des inégalités Voilà, comment vous considérez ça? Oui, alors moi je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas ce point de vue parce que si on regarde d'abord les élections, le premier tour des élections présidentielles, en fin de compte, et si on prend des grandes villes, en fin de compte, les différents acteurs, les différents candidats, se retrouver, se partager l'ensemble des suffrages. Bon, peut-être dans certains cas, pas partout, Macron avait quelques points de plus, mais en fin de compte, on est bien divisé et il y a 4 catégories de 4 France, quoi. Et donc, ça c'est extrêmement important et on ne voit pas. Quel type de métropole? Non, c'est-à-dire qu'il y a. Mais en fonction des métropoles, il y a des métropoles Macron, des métropoles. Non. C'était bien partagé dans chaque. Il y a très peu de. Au sein des métropoles, c'est différents territoires. Ouais. Les grandes villes, un petit peu plus, mais légèrement. Ouais. Donc, je ne crois pas à cette. Et si en fin de compte, c'était ça l'objet de cette présentation, c'était de dire qu'en fin de compte, si aujourd'hui ces métropoles sont les locomotives, je dirais elles sont importantes parce qu'elles nous insèrent dans la mondialisation, mais il nous revient en fin de compte d'imaginer, de créer un récit
qui permettent en fin de compte de réarticuler, c'est une question d'articulation, c'est pas une question uniquement d'inégalité, de réarticuler les métropoles avec les territoires. Il faut construire ce récit. Et on en a discuté avec Marie-Hélène, c'est Marie-Hélène me disait, moi si je vous invite, c'est qu'en fin de compte, je souhaite que cette thématique fasse partie du débat politique. Et en fin de compte, vous voyez, tout ce que j'ai dit, c'est qu'en fin de compte, il faut revoir nos représentations. C'est tout ce que j'ai dit. Par exemple, je crois qu'une des critiques qui est faite à Christophe Guibouy, c'est le fait que attention à ce que devient la métropole, parce que la métropole est pas l'univers de l'explosion des inégalités, par exemple, avec la sociologie dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de très riches à l'intérieur d'une ville et de très pauvres à l'intérieur d'une ville. Les très riches ayant gros besoin d'être très pauvres pour que l'ensemble de la ville fonctionne. Et ça peut donner des villes qui ont tendance à devenir de plus en plus tendues aussi socialement, avec des quartiers qui, tout en étant dans cette merveilleuse métropole et en ayant quelques retombées par la proximité, peuvent se sentir en décalage complet en fait. Et voilà, il y a notamment des chercheurs, je crois, qui s'inquiètent sur des phénomènes d'émeutes urbaines, de devenir social en fait de la métropole. Et c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par aussi les politiques. Aujourd'hui, il y a une attention, par exemple au niveau du Grand Lyon, l'évolution des inégalités, qui est vraiment surveillée dans des observatoires, où on regarde vraiment la donnée, pour se dire attention, demain il peut aussi y avoir une situation explosive autour de ça. C'est vrai que quand on regarde les métropoles, justement le vote au premier tour, si on simplifie un peu, il y a le vote, il y a des votes plutôt traditionnels, droite Fillon, Macron, et puis il y a des votes Mélenchon aussi. Et donc la question de la mondialisation est bien importée à l'intérieur même des métropoles, si on regarde ces cartes-là. Donc en fait, la vision de Guibouy, elle est intéressante pour prendre conscience du décalage qui se crée aujourd'hui entre les territoires, justement, autour des métropoles et les métropoles, mais il faut bien voir aussi ce qui se passe à l'intérieur des métropoles en tant que telles. Et les processus d'explosion des inégalités qu'on connaît aujourd'hui avec le déclin des villes moyennes, ils sont aussi à regarder à l'intérieur même de la métropole. Ça, c'est vrai que c'est un des éléments. Tout à fait. Et Christophe Guibouy dit aussi que les plus pauvres des métropoles ont quand même de plus fortes perspectives d'avenir en étant métropole que ceux qui ont les mêmes revenus, le même niveau de revenus qui sont au chômage dans la France périphérique, parce qu'ils ont accès à des emplois, même s'ils sont plus ou moins précaires, dans la logistique, dans le service, toutes des activités qui n'existent plus désormais dans beaucoup de villes. Moi j'habitais 5 ans à Moulins, au moment de la crise de 2008, j'ai eu des entreprises fermées, des gens, il ne pouvait plus déménager, plus de boulot, plus rien. À Lyon, on peut rebondir plus facilement. Dans ces grandes villes, même les gens les moins aisés, avec le moins bon niveau d'études, ont plus de perspectives, plus de chances. Enfin, c'est ça aussi qu'il dit dans le livre. Voilà, après, c'est un peu l'objet de la deuxième séance aussi. Ah, d'accord. Et c'est un peu ce que je peux observer si on parle vraiment des périphéries dans mon travail, dans la mesure où, dans une banlieue qui est juste entre Lyon et Grenoble, on peut le penser avec l'université. C'est-à-dire qu'en gros, si vous habitez au Minguette à Vénissieux, je peux vous dire que vos enfants, ils prendront le tram, ils iront peut-être à l'université. Si vous êtes entre Lyon et Grenoble, si vos enfants qu'ils aillent à l'université, il faut leur payer soit le train, mais c'est quand même cher, c'est pas forcément facile comme vie étudiante, soit un logement à Lyon ou à Grenoble. Et là, tout de suite, il y a un frein qui est totalement différent. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de politiques justement qui ont été faites face aux inégalités métropolitaines pour relier, pour recréer, pour réinstaller les transports, etc. Seulement après, quand on observe quand même à l'intérieur de ces quartiers, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est ce que dit Christophe Guibouy, mais oui, en fait, il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je caricature un peu, mais il n'y a pas de problème, parce que finalement, ils vont quand même bénéficier des retombées métropolitaines, donc ne les regardons pas, c'est pas le plus important. Seulement, la question, c'est quand on regarde ces quartiers, on voit que malgré tout, les personnes sont de plus en plus pauvres à l'intérieur. Il y a une catégorie vraiment qui sont au pouvoir. Donc, voilà, on peut regarder positivement l'ensemble et dire qu'ils bénéficient de retombées de la métropole, mais quand on regarde l'évolution et les impacts par exemple, de la crise de 2008, la réalité elle est quand même là d'un creusement des inégalités. Donc, c'est le mécanisme sont complexes. Moi j'ai une question sur la dimension policière en fait, à la fois de l'urbanisation et des métropoles. Si j'ai bien compris, les processus d'urbanisation, je sais pas si on prend à Lyon par exemple, il y avait une double dimension à la fois sanitaire et policière, parce que c'est des grandes avenues construites à la fois parce que c'est plus hygiénique, parce que ça permet de battre la plaie quand elle est
Charlotte. Et est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une continuité dans cette logique de l'urbanisation, enfin, dans la dimension policière de l'urbanisation aujourd'hui dans la métropolisation, c'est-à-dire que c'est des centres dans lesquels le contrôle de la population est facilité, en fait, et de plus en plus précis. Donc c'est vraiment les caméras de surveillance. Et c'est aussi les infrastructures de transport qui permettent, je sais pas, si on prend l'exemple de la carte de transport, ça permet de savoir où est-ce que les gens circulent, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mutation de la dimension policière dans le sens où maintenant on est passé à un contrôle beaucoup plus affiné, en fait, où on peut savoir où sont les populations à quel endroit, à quel moment. En fait, je pensais à... en fait, je me demande s'il n'y a pas une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les infrastructures de transport, c'est simultanément des infrastructures de contrôle de l'ensemble du territoire. Donc, d'une certaine manière, elles permettent une sorte d'unité du territoire. Et en même temps, est-ce que ces infrastructures, simultanément, elles n'introduisent pas une séparation, puisqu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des zones plus contrôlées que d'autres. Il y a plus de caméras dans certaines zones que dans d'autres. Donc, en gros, ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte, de manière inhérente à la métropolisation, à la fois une augmentation du niveau de contrôle policier partout, et en même temps une intensification du contrôle policier sur certaines zones qui sont en fait les zones les plus pauvres, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une gentrification, par exemple ici, ici, ce quartier, je pense que c'est une zone vieille de la vieille bourgeoisie. Il y a une gentrification en ce moment qui est quasiment terminée de la Croix-Rousse. Il y a une gentrification en cours de Jean Massé. Et à côté, il y a je sais pas, par exemple des contrôles policiers. On n'en voit jamais ici, mais j'imagine qu'on en voit beaucoup plutôt dans les banlieues. Donc il y a une fracture aussi à ce niveau-là. Tout à fait. Vous avez très bien illustré, en fin de compte, cette intensification des inégalités qui peut se traduire par la surveillance policière. Non, ça c'est certain. C'est certain. Mais si vous voulez, Christophe Guilly, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne prend pas en considération la distance sociale et la distance spatiale, c'est ce que vous disiez, entre les cités et pratiquement le reste du territoire métropolitain. Par contre, moi je pense qu'il faudrait qu'on s'en préoccupe en fin de compte. Alors je veux bien qu'il y a peut-être l'espoir d'avoir un emploi, je veux bien, c'est que ces populations vivent aussi, il ne faut pas oublier l'ici et l'ailleurs. Nous aussi on vit l'ici et l'ailleurs, mais ces populations vivent aussi l'ici et l'ailleurs. Donc je veux dire, il faut savoir, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qui est plus complexe pour un habitant de banlieue lyonnaise d'habiter ici et d'ailleurs? Est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire dans le plus complexe? C'est-à-dire qu'on n'habite pas uniquement son quartier. Ah oui, voilà, on n'habite pas uniquement son quartier. On ne s'insère pas forcément. On peut s'insérer, on peut ne pas s'insérer. On peut faire les deux. Mais je veux dire, on a les deux. Sur la question de sécurité, c'est vrai qu'il y a aussi la concentration des flux aujourd'hui qui se fait et qui du coup va se superposer avec la demande de sécurité qui est en augmentation aussi de la part des populations, qui vivent aussi ces mutations en fait, territoriales à travers la question de l'inquiétude et de l'insécurité. Et du coup, j'observe pour la question des caméras et autres, c'est quand même beaucoup les élus qui font ça pour répondre à des demandes en fait. C'est une demande d'avoir le sentiment de sécurité. C'est pas les élus qui décident de venir surveiller un quartier, c'est répondre à une demande et un sentiment d'insécurité de la population qui va grandissant, notamment du fait de mutations urbaines et aussi du fait de parfois de leur propre situation. Si ces populations vivent leur situation économique comme une insécurité. Enfin voilà, c'est un ensemble en fait de
de demandes de sécurité aussi qui sont très fortes dans la population et qui du coup ne sont pas tant une intention surveillée qui peut exister, mais aussi parfois une sorte de sentiment diffus. Mais cette raison, c'est qui a ce sentiment? Ça correspond à quelle partie du territoire qui est le sentiment de sécurité? Et après, moi, je ne suis pas une spécialiste de la géographie et de la sécurité, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits qui montraient que les faits d'insécurité et les demandes en matière de sécurité ne sont pas forcément corrélés. Les territoires, il n'y a absolument pas de faits d'insécurité, mais il y a une énorme demande autour de la sécurité. Voilà, qui est liée justement à la situation des personnes, la manière dont elles perçoivent les autres territoires. Est-ce qu'elles fréquentent nos territoires, voisins, non? Enfin, voilà, c'est vraiment lié à leur manière de s'insérer dans la société en général, que ce soit à travers leur emploi et à travers les espaces qu'elles fréquentent. Je travaille à la métropole de Lyon. Pendant que ces thèmes soient abordés, je travaille dans un service de relations internationales et on se dit que ça fait écho avec ce que je vis au quotidien dans mon boulot, dans mon travail. Les questions que je me posais, parce qu'on sort à peine d'une campagne présidentielle où on a entendu pour une fois des questions territoriales posées, notamment par M. Macron, qui remet en cause l'organisation territoriale issue de la Révolution. On a eu pour Lyon, qui est une exception aujourd'hui, avec un point institutionnel un peu, quelque chose qui semble sorti de... je ne sais pas d'où, mais c'est réussi. C'est réussi, mais en tout cas, c'est une exception aujourd'hui en France. Est-ce que nous aura viablement? On ne va pas forcément vers la fin des départements, parce que par exemple les départements avaient cette compétence sociale, la métropole récupère cette compétence sociale et donc du coup peut avoir une politique à la fois économique, sociale et dans le cadre d'une mondialisation, globalisation, en gros le rôle que ferait un peu l'aménagement de l'État quand il le faisait au niveau de l'État et de la nation. La question me pose aussi, c'est nation pour l'intégration et l'avenir. Pour prolonger et pour reformuler un peu la question, en fait elle est intéressante parce qu'elle revient à ce dont on parlait tout à l'heure de la ville du 19e et de la ville d'aujourd'hui. En fait, le département, quand il a été créé, il a été justement créé pour des systèmes urbains. Vous aviez la grande ville et ses territoires environnants. En gros, quand vous aviez quelque chose à aller chercher, vous alliez à la grande ville locale. Après, si vous quittiez votre région, vous alliez à Paris, vous aviez déjà fait un chemin qui était autre chose. Donc c'était vraiment on voit que c'était des systèmes urbains de l'époque. Et en fait, les départements sont notamment remis en question aujourd'hui pour ça, parce que l'organisation d'un certain nombre de politiques et de sujets ne se fait plus à cette échelle-là du territoire de la grande ville et de ce qui l'entoure. Il se fait au niveau de grandes villes ou des métropoles, qui sont les lieux clés de la vie économique. C'est pour ça qu'il y a aussi cette remise en question fondamentale aujourd'hui de notre organisation territoriale qui se voit autour de cette contestation du département. Et donc justement la nouveauté de Lyon, ça a été de dire en gros, comme on a trop d'entités politiques superposées sur un même territoire, on affirme vraiment le pouvoir métropolitain, donc disparition du département à l'échelle du Grand Lyon. Donc le Grand Lyon avec toutes ses communes, qui est justement un territoire métropolitain, on enlève le département sur le territoire du Grand Lyon et on laisse un petit bout de département qui s'appelle Nouveau-Rhône et qui correspond en fait au territoire du Mont-du-Lyonnais. Enfin, donc quelques communes qui sont encore dans un département mais qui ne sont pas dans l'espace métropolitain. Donc vous retrouvez bien le territoire, périphérique et le territoire métropolitain qui a maintenant acquis un pouvoir qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait autrefois, puisqu'il a à la fois les compétences du département, social, il a tout le volet économique. Enfin, aujourd'hui, en gros, le pouvoir qui est concentré dans les mains de Gérard Collomb, c'est quelque chose de totalement inédit. Avec un phénomène qui est aussi qu'au passage, il y a une élection qui est l'élection départementale qui a disparu à Lyon, qui a été remplacée par rien, puisque les métropoles ne sont pas des... C'est la troisième séance, on anticipe un petit peu, ne sont pas des espaces aujourd'hui où les personnes sont élues au suffrage universel direct. Donc on voit en fait, c'est à travers cette question-là, Emmanuel Macron a plutôt mis en valeur le modèle lyonnais,
en disant que ce qui se passait avec la métropole lyonnaise était intéressant et peut-être à dupliquer. Donc cette idée que finalement les départements ce serait fini, mais du coup comment fonctionnent les territoires qui eux n'ont pas de métropole? Comment est-ce que vous voyez un peu la question? La question que vous avez soulevée était très intéressante et Marie-Hélène a très bien répondu. En fin de compte, on se pose la question de savoir est-ce que Lyon est un modèle pour le reste du territoire? C'est la question qui est posée. Alors, je ne peux pas répondre à cette question, puisqu'en fin de compte, il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Par contre, là, vous me posiez la question de... Comment fonctionner les territoires? Mais on peut trouver un moyen, ou peut-être on maintient le principe du département, ça va se décider... Mais vous voyez, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est comment on est en train de reconfigurer ce territoire. Il se reconfigure. Et c'est pas simple. C'est complexe. Pour revenir un peu sur les inégalités, Oui. vous disiez en début d'intervention que, si j'ai bien compris, la métropolisation est un processus par lequel les pays s'inscrivent dans la mondialisation. Tout à fait. Je me demandais si ce n'était pas plutôt un processus par lequel une classe sociale s'inscrit dans la mondialisation, celle des élites grandes et petites mondialisées, celle des classes créatives. Entre parenthèses, pour moi, classe créative, c'est vraiment de la bullshit. Parce que les petits gens qui sont pas créateurs, ils sont aussi créatifs. Une maman qui fait des... C'est un concept de chercheur. Voilà. Oui, donc voilà, non, mais ça induit déjà un jugement de valeur d'une certaine classe sociale. Et du coup, est-ce que cette élite petite et grande mondialisée, qui s'inscrit dans la mondialisation, ne le fait-elle pas pour fuir la classe non créative? Quelque part, parce que ce n'est pas un retour en arrière, que cette espèce de revanche des cités, historiquement, sur les États, sur les nations, et un retour en arrière, et une façon de tuer la nation, qui est, comme le dit Jaurès, le seul bien du pauvre. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu de mal à vous suivre. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai un peu de mal à vous suivre? Parce que vous parlez de revanche des villes. Peut-être que certaines personnes l'utilisent, mais moi je ne vois pas les revanches. Je ne vois pas la revanche des villes. En fin de compte, qui ont vu leur pouvoir s'atténuer effectivement avec l'État-nation. C'est certain. Mais en fin de compte, si on peut parler de revanche, moi j'accorderais beaucoup plus d'importance, si vous voulez, à cette métamorphose du capitalisme, qui en fin de compte s'ancre dans les villes, et en fin de compte, après je vous suis. Mais je veux dire, je partirai pas simplement d'une revanche historique des villes, si ce n'est que je partirai du capitalisme financiarisé et mondialisé. Vous voyez, je partirai de là, parce que l'enjeu, il est là. Après, quand des candidats présidentiels viennent nous dire « moi j'ai un ennemi, c'est la finance », c'est vrai, mais il faut s'organiser à l'échelle mondiale. C'est pas un État qui, en fin de compte, va s'organiser contre ce capitalisme. Donc, est-ce que en fait, au-delà du changement d'échelle, de l'échelle nationale, qui a organisé l'urbanisation à l'échelle mondiale, est-ce que néanmoins, malgré ce changement d'échelle, il n'y a pas une continuité, même s'il y a un passage à un capitalisme financiarisé, est-ce qu'il n'y a pas une logique identique? J'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez sous-entendu, qui est qu'en fait, l'urbanisation est toujours dépendante de l'investissement. Et donc en fait, c'est toujours le capitalisme. Enfin, si je résume, oui. Excusez-moi, c'est mon côté philosophe, je sors de la complexité, mais si je résume, en fait, c'est toujours le capital, l'argent, qui organise l'urbanisation, et au niveau national, et au niveau aujourd'hui global. Global. Aujourd'hui, l'échelle du capital, elle a changé, mais ça a toujours été capital, et simplement l'État et l'État-nation a été l'idiot utile de ce passage d'un capitalisme national à un capitalisme mondial. Tout à fait.
Ah oui, le capitalisme n'a pas changé, mais Comment ça veut dire? Le capitalisme, c'est en gros les possédants, les propriétaires et la force de travail. Tu veux dire que c'est le moteur de tout ça, c'est le déplace. Non, je sais Si pas on revient, si on te suit. J'ai pas du tout. Oui, mais si on. Et après, ça rejoint, juste pour, ça rejoint la troisième séance que l'on a eu justement sur les évolutions des pouvoirs. Parce qu'en fait, justement, le rôle de l'État a dû changer, a dû muter. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui d'État régulateur. En fait, c'est d'accord avec toi sur une certaine manière, mais en même temps, les territoires locaux sont aussi devenus des acteurs de l'aménagement qui eux aussi perçoivent de l'argent et eux aussi l'injectent. Donc, dans ce petit jeu-là de qui est aujourd'hui acteur de l'aménagement, c'est à la fois les territoires locaux et à la fois le territoire national. Par contre, l'État a eu à revoir son positionnement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus gouverner de manière aussi descendante qu'avant et qui parfois il lui arrive de gouverner effectivement à la clause financière. Par exemple, ce que vous voyez aujourd'hui, le label French Tech, c'est Gilles Pinson qui a notamment étudié ça. Le label French Tech, c'est une manière pour l'État de dire bon, maintenant je vais vous donner un label de ville française super connectée. Pour avoir ce label, faites-moi des candidatures et avec ce label, vous aurez de l'argent. Toutes les métropoles françaises se battent entre elles et rentrent justement dans la logique de compétitivité pour avoir le label. Et après, ça permet à l'État de faire son cahier des charges de la ville qui est bien connectée, comme ça, retrouver une emprise en fait sur les politiques locales. Donc ça, c'est un type de gouvernement par le label, c'est un type de nouveau mode de gouvernement où l'État ne peut plus faire comme avant et dire j'ai de l'argent, on va faire un projet là, voilà. Il est obligé de développer un peu d'autres modes de fonctionnement pour reprendre la main en fait localement et jouer avec cette compétition entre les métropoles. alors pour prolonger un peu, pour compléter, prolonger ce que vous dites, ce que nous ne devons pas oublier, ce que vous avez dit, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que la ville, c'est la fille, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, du capitalisme, mais c'est aussi le site privilégié de la Révolution. Voilà. Donc, Je préfère laisser. oui, je crois que ici vous avez une question. Oui, ah, ou je ne sais pas. C'est Marie-Hélène qui préside. J'avais vu Philippe qui était parti. Après, on fera gagner. Alors, moi, ce qui ne m'empêche pas de penser, je veux dire, à un moment, au train où vont les choses. Moi, je ne suis pas très vieux, mais j'ai déjà connu les usines dans Lyon. C'est pas si vieux que ça. Mon père travaillait. On a fermé des grosses usines de 10 000, 11 000 salariés, plus après plein de petites entreprises. C'était du quartier du 9e arrondissement. C'était très, très populaire, très industriel. Il n'y a plus rien. Il y a que des bureaux, c'est comme ça. Et je veux dire, aujourd'hui, pour des raisons financières et de globalisation ou de mondialisation, après, peu importe le terme, on fait fabriquer ailleurs, si j'ai bien compris. On a les idées à un endroit, on a la finance à un autre, on a la gestion bureautique à encore un autre endroit, enfin j'extrapole. Mais aujourd'hui, combien de temps ça peut durer? Parce que tout va vite aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les banlieues, les personnes qui travaillent à bas coût, pour les personnes qui sont riches, n'achètent pas dans les boutiques qui sont chères. Et elles commandent par Internet à la même vitesse que vont les flux financiers, en Chine, peu importe, on s'en fout, mais je veux dire, voilà quoi. Donc tout va très vite. Et aujourd'hui, des investisseurs, si j'ai bien compris, qui prennent bien une métropole, quoi, qui s'y sentent bien, viennent ici pour des raisons multiples et variées, où on s'y sent bien, Barcelone, Lyon d'ailleurs, qui est quand même une grande métropole quand même, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, qui se vend bien avec Only Lyon, je crois, Gérard Collomb en parle assez souvent dès qu'il y a l'occasion, y compris dans les associations sportives où personne n'y comprend rien, mais bon, ils le vantent, la Chine aussi. Mais aujourd'hui, ces capitaux qui vont très vite, vous l'avez dit, on sait, avec Internet qui va très vite, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire comme les usines, c'est-à-dire avoir une durée de vie, je ne sais pas combien les usines ont duré, mais un phénomène comme le 19e siècle, qui est amené finalement très rapidement à disparaître, en se disant aujourd'hui on peut faire revenir la production parce que, comme disait monsieur à Moulins, il n'y a plus de boulot, et puis ça devient attractif pour la fabrication. Et puis la conception peut très bien aller dans une méga métropole indienne où on parle l'anglais et où Internet marche très bien, et où
les immeubles seront moins chers. Je veux dire, au même titre que le coût de production, si vous voulez. Ça peut être, est-ce qu'il n'y a pas une forme de peut-être éphémère du phénomène métropole, enfin sur quelques décennies quand même. Hein. Oui. Mais vous allez très vite et vous allez très loin. Mais nous vivons de ce monde mondialisé, globalisé, donc nous avons des risques. Il y a des risques. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, si vous voulez, on peut s'organiser, on peut avoir des mobilisations sociales. Mais ces mobilisations sociales, ce n'est pas simplement à un niveau local ou à l'échelle nationale. C'est qu'en fin de compte, c'est en termes de réseau. Alors, il y a eu pendant un certain temps, il y a 10 ans, quand on parlait de la mondialisation, on disait il y a les réunions de Davos, et puis il y a le forum social mondial. Le Forum social mondial, on n'en parle plus aujourd'hui. Enfin, j'exagère un peu, je veux dire, on en parle. Alors qu'à l'époque, c'était voilà, les deux visages de la mondialisation. Voilà les deux visages de la mondialisation. Oui, voilà. Et il y avait et en fin de compte, si vous voulez, les mobilisations sociales, oui, l'international. Voilà, la mobilisation sociale à une certaine échelle. Non, c'est certain. C'est certain, mais ça se travaille. Dans ce que tu dis, il y a aussi l'idée qu'en gros, quand certains territoires périphériques sont tombés tellement bas, ils vont peut-être rebondir parce que ça va devenir de nouveaux espaces d'investissement. Et il y a des économistes qui théorisent ça, mais après, je ne sais pas si c'est vraiment bien d'en faire un projet politique en fait. Voilà. Politique non, mais ça peut être aguichant pour celui qui a le portefeuille bien rempli. Il y a déjà des personnes qui effectivement disent ça. Mais c'est avec ce que vous dites aussi, c'est peut-être pour ça qu'on sent il y a la souffrance sociale et en fin de compte les gens s'expriment par le populisme. Voilà, et ça on n'avance pas. C'est pas des mobilisations sociales à l'égard du capitalisme, c'est juste à l'égard, je dirais, du quotidien. Ouais. Je vais dire, et tout notre travail consiste en fin de compte à montrer la complexité, si vous voulez, de ces processus. Alors peut-être que c'est en lien avec ce qu'il a dit, parce que on va me faire l'écho d'une théorie qui permettait de repérer des trames, des évolutions possibles de cette répartition des capitaux, de ces flux des capitaux dans les années 90, avant la révolution numérique qui a impacté le capitalisme financier dans les années 2000, si j'ai bien compris. On prévoyait qu'en Europe, les ressources, les capitaux se répartiraient en tout cas sur l'Europe occidentale dans deux grands axes. J'avais entendu des géographes théoriser cette banane bleue sur l'arc atlantique et puis l'axe traditionnel qui devait se renforcer, je pense, entre Londres, Bruxelles, Paris, Turin. C'était lié aux axes de communication. Oui, c'était lié aux axes de communication, c'est bien dit. Industriel traditionnel du nord de l'Europe jusqu'au nord de l'Italie, puis au port, aussi, jusqu'au port en Italie. Et puis, du côté de la banane bleue, là, de l'arc atlantique, je pense qu'on y voyait aussi l'attrait de la douceur de vie. Enfin, il y avait j'avais entendu des arguments assez romantiques. Et puis peut-être aussi l'attrait de l'Atlantique et du commerce avec. Est-ce que, d'après vous, comme géographe, ce sont des dynamiques qui se sont réalisées, puisque c'était dans les années 90, c'était une prospective. Est-ce que ça reste des trames fortes qu'on peut envisager comme des dimensions contre lesquelles résister, qui peuvent structurer aussi une résistance dans d'autres régions? Et est-ce que aussi ce sont des flux capitaux effectivement dans lesquels on peut se placer pour aller chercher des richesses aujourd'hui? Il y a d'autres dynamiques en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banane bleue, c'était le début des années 90. Donc il y a un certain temps, on en parle plus. Maintenant, moi, je n'ai pas travaillé, si vous voulez, sur les indicateurs économiques qui nous permettent de dire est-ce que tout compte fait, la richesse s'est concentrée le long de cet axe ou, en fin de compte, elle est beaucoup plus disparate et puis il y a d'autres processus qui se sont produits. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'en fin de compte, c'est le capital culturel et le capital social qui est extrêmement important, avec bien entendu la dimension infrastructure.
c'est sûr que c'est très important. Mais il y a aussi le capital social et le capital culturel. Parce que comme vous dites, il fait bon vivre, parce que ça c'est un critère qui attire les classes créatives. En fin de compte, je vais dire, il y a plusieurs éléments qui font que c'est plus agréable à vivre. Parce que j'ai quand même vu effectivement Nantes et Bordeaux monter ces dernières années. Nantes est une ville qui démographiquement monte. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a une animation culturelle de la ville, Tout à fait. culture, plusieurs lieux de culture. Et c'est très bon vivant, avec aussi de l'industrie. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va durer? Probablement que c'est des villes qui ont Bordeaux aussi, qui ont su saisir une opportunité dans les années 90. Ou Lyon aussi, oui. Qui ont su saisir une opportunité pour capter ce mouvement qui peut-être n'est plus d'actualité, mais en même temps elles ont pris le leadership. Oui, elles ont pris. Je ne sais pas si ce mouvement n'est plus d'actualité, il est toujours d'actualité. Pour le moment, je suis incapable de dire en 2070 comment ça va se passer, hein. Mais en fin de compte. C'est la superposition, un peu ce qu'on appelle l'héliotropisme, enfin, en tout cas le goût comme ça pour l'espace sympathique, surtout côtier, etc. Et puis la métropolisation. Et Montpellier est aussi un exemple comme ça qui est caractéristique. C'est-à-dire une ville où on a vendu la ville du Sud qui fait bon vivre, et où en même temps on a vendu la ville dynamique. Montpellier a surdoué. Et en fait, Frêche, c'est là qu'elle est absolument géniale, parce qu'il a compris ce qui se passait avec les élites économiques. Et en gros, maintenant, sa ville, il ne fallait plus essayer d'organiser un fonctionnement économique avec les territoires autour, il fallait vendre sa ville. Donc, il a mis des panneaux de pub à Paris, Montpellier a surdoué, venez investissez, et il a développé sa ville autour de ça. Il s'est dit, maintenant, j'en fais une capitale qui tournait sur l'international, etc. Alors bon, il y a une part un peu, encore une fois, de commune qui se fait plus grosse que le bœuf, mais n'empêche que ça a quand même plus ou moins fonctionner. Et quand on regarde justement les villes qui s'étaient tout de suite mises derrière Emmanuel Macron, il y a quand même Lyon et aussi Montpellier. C'est des villes qui correspondent aussi à cette vision. Oui. Et alors, si j'ai bien compris, pour pallier aux inégalités métropolitaines, préconiser la création d'un récit territorial. Dans la mesure où le récit national s'appuie sur 2000 ans d'histoire entre le roi et son sur quelque chose de fantasmé, certes, mais d'un peu charmé aussi. Ce qui n'est pas un peu naïf de penser qu'on peut créer un récit territorial s'il n'y a pas d'histoire charnelle, il n'y a pas d'identité du Rhône, quelque part. Est-ce que c'est pas un peu hors sol comme solution? Moi, je ne pense pas que ce soit hors sol. Vous savez, il y a un ouvrage que j'ai pas lu, mais qui vient de paraître et on en parle beaucoup. Un ouvrage d'histoire de la France, mais la France dans le monde. Et c'est une autre manière de faire l'histoire. On parle toujours de la France, mais si vous voulez, à partir d'autres prismes. Et ça, c'est intéressant, vous voyez, parce que ça fait partie de la créativité. Maintenant, tout à l'heure, vous disiez qu'en fin de compte, il n'y a pas que des gens créatifs et des gens non créatifs. Je suis d'accord avec vous. Simplement, il y a des gens qui savent vendre leur créativité sur le marché et ceux qui ne savent pas le vendre. Voilà. Ou qui ne veulent pas le vendre, qui ne pensent pas le vendre. Oui, mais voilà, ou qui ne veulent pas. Mais oui, voilà. C'est pas de créativité ou de sur... Non, mais c'est-à-dire, ce sont des gens qui s'inscrivent dans le système capitaliste. C'est tout. Voilà. Alors, c'est une élite capitaliste. Et là, après, sur ce que tu dis sur les identités, les identités, elles ne s'opposent pas forcément. Ce qu'on voit quand même malgré tout, c'est aussi l'émergence un peu d'identité locale. Donc, les gens disent je suis lyonnais, je suis palémène. On constate aussi l'émergence de ça. Ça n'a pas forcément vocation à s'opposer à l'identité nationale, parce que aussi l'État a recomposé son rôle et reste aujourd'hui l'auteur de la loi, donc il y a un rôle de régulation. Vis-à-vis de la question territoriale, il y a un rôle à jouer. Donc il y a toujours l'identité locale, l'identité nationale, et ces éléments peuvent aussi se superposer. Après, dans l'identité locale, je pense qu'à travers du récit, c'est aussi comment on tisse des liens avec les espaces justement environnants, notamment la question de l'agriculture. Tout à fait. Est-ce qu'on fait le choix d'avoir des politiques d'approvisionnement où on va chercher les légumes au bout du monde, ou est-ce qu'on refait des liens, relocalisation d'un certain nombre de choses, avec les territoires qui souvent sont autour, pour qu'il y ait la dynamique qui bénéficie déjà à tous et qu'on ait une vision plus écologique aussi de cette économie, quoi.
Parce que vous voyez, par exemple, quand on pense au territoire, au ce récit du territoire métropolitain, il est hétérogène. Il n'est pas homogène comme l'a été la ville au XVIIe siècle ou la ville au XIXe siècle. Il est hétérogène. Et rien ne nous empêche, puisque on fait preuve de créativité, d'intégrer l'agriculture dans le territoire métropolitain. Vous voyez, on a des indices, il y a un début de travaux là-dessus. Donc, nous, quand on parlait de la ville, et moi je fais partie de la génération où on a appris la ville repose sur la dichotomie ville-campagne, c'était le paradigme fondateur, et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment. Il n'y a plus, c'est-à-dire on ne peut plus penser ça, alors qu'on a pensé ça pendant plusieurs siècles. Vous voyez, ça se transforme. On vient avec le nouveau que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a le nouveau rôle, il y a la métropole, ils sont pas ensemble. Il y a une qui est en gros agricole et une... Oui, mais rien ne nous empêche de tisser des liens. Rien ne nous empêche d'y travailler et de faire du lobbying par le biais de mobilisation auprès des acteurs politiques. Jérôme, au fond, peut-être des dernières questions. Après, on va poursuivre autour d'un verre, donc vous pouvez quand même aller poser des questions. Ah, mais si, attends. Qu'est-ce qu'il faut rebondir sur ça? C'est un petit manque d'événements. Non, pas de souci. C'était une question en deux temps. C'est que je voulais savoir si dans votre définition de la métropole, au sens globalisé, est-ce qu'il n'y a pas que Paris qui a répondu à cette définition réellement en France? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut se réjouir du fait que Prague et Bratislava aujourd'hui ont des PIB par habitant du niveau des Îles-de-France? Des PIB par habitant du niveau des Îles-de-France. Alors la première question, c'est une question que je me pose. D'accord? C'est la question que je me pose et c'est la raison pour laquelle je travaille sur Lyon. C'est-à-dire que Paris, c'est une ville globale et une ville mondiale, donc on est une ville-monde. Mais je privilégie pour le moment l'hypothèse selon laquelle les métropoles, les second cities, participent de ce mouvement d'insertion dans la mondialisation et la globalisation. Je pars de ce principe et je suis en train de voir ça à Lyon. Alors, Lyon n'est pas une rivale, à Paris. Bon, on est tous d'accord. Mais est-ce que Lyon ne rentre pas, si vous voulez, n'est pas traversé par ce local global? Et c'est ça qui m'intéresse. Et en fin de compte, quand on écoute des acteurs politiques, eux n'utilisent pas le terme local global, ça c'est moi je l'utilise, mais quand on parle de Lyon à l'international, il y a quand même tout un discours politique organisé autour de tout ça. Et c'est quand même relativement important. Alors, ce ne sera peut-être pas une capitale financière, je dirais à l'échelle mondiale, mais en fin de compte, elle participe aussi d'insertion. L'idée, et ça me plaît bien, quand je vous parlais de Minneapolis-Saint-Paul, c'est to put Lyon on the map. Pas uniquement, donc ce travail a été fait à l'échelle européenne, mais peut-être dans le monde, c'est ça. Et si vous voulez, il faut s'insérer dans ce monde globalisé et mondialisé. Je veux dire, on ne peut plus vivre comme autrefois, il y a l'État qui, lui, s'inscrit dans le monde, et puis moi, je vais dire, avec l'emboîtement des échelles, voilà, moi je suis. Et en fin de compte, la situation, elle était complètement différente. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a peut-être que Paris qui aujourd'hui répond à cette définition réellement, et ça n'empêche pas les autres métropoles, au sens institutionnel, pour le coup, de croître. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui la situation compromise pour celles qui ne le sont pas. Voilà, on n'en sait rien, et moi je pars du principe qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est 15, 12, voilà, qui participent de l'inscription, si vous voulez, en fin de compte, pas simplement de Lyon à l'échelle mondiale, mais des métropoles françaises à l'échelle mondiale. C'est ça l'objectif, en fin de compte. Parce qu'on est dans ce monde mondialisé, globalisé. Et on ne peut plus se limiter uniquement à Paris, que Paris soit la ville reine, d'accord, mais je veux dire, on ne peut pas se limiter à ça. Et la dimension mondiale, on va dire déjà acquise. Et puis là, ce que vous savez, c'est un processus. Et du coup, le processus est plus pur
déjà n'était pas mondial à l'origine. Je pense que si on va par exemple à Montpellier, c'est pareil. À Montpellier, on va observer des élites qui d'un seul coup se mobilisent pour gagner, avoir une dimension mondiale. Alors que pareil, on peut se dire, oui, mais c'est des élites qui étaient déjà avant, qui fréquentaient déjà les personnes du monde entier, parce que du fait de cet aspect du... Et là, on va vraiment toucher au phénomène de métropolisation avec ses ressorts économiques de manière très pure. C'est ça. Oui. Alors la deuxième question, alors c'est ça, Prague et Bratislava qui ont un PIB équivalent à l'Île-de-France. Oui, et c'est ça, nous vivons cette époque, vous l'avez illustré avec des chiffres. Voilà. Est-ce que c'est bien? Parce qu'à la fois c'est bien, ça veut dire qu'au niveau d'ailleurs européen, ça a quand même été perdu par l'Europe, et en même temps, comme au niveau du pays, il y a quand même toujours des écarts, ça veut dire qu'à l'intérieur de leur propre pays, par contre, il y a un creusement des inégalités. Tout à fait, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des géographes qui disent... Moi, je fais partie d'une génération, donc dans les années 50, il y a un ouvrage qui est paru, Paris et le désert français. C'est un classique. Mais je veux dire, dans les années 70, c'était... Et c'est comme ça qu'on a pensé, si vous voulez, cette politique à l'échelle nationale, des politiques de ces métropoles. Hein. Donc c'est un terme qui a été véhiculé déjà au niveau institutionnel et qu'on connaît un peu déjà. Et il y a une petite ambiguïté parce que moi, tout ce que j'ai fait là, c'est lever cette ambiguïté en disant que ce qu'on écrit aujourd'hui est inédit. Et ça ne correspond pas. Alors même s'il y a après interférence avec, oui, Lyon a été à l'époque... Donc maintenant, on est en train de dire peut-être qu'au niveau du pays, on ne peut plus imaginer l'homogénéité d'un territoire. On ne peut plus penser, on n'a plus les moyens de penser à cette homogénéité des territoires. En tout cas, pas tel qu'on l'imaginait dans les années 70, sur le plan physique, avec une circulation des biens homogènes. Mais avec le numérique, oui. Peut-être repenser la présence sur un territoire, une présence, comment on disait, locale globale, y compris en monde global. Oui, voilà. Et c'est pour ça ce qu'on disait, le territoire métropolitain, on peut l'imaginer avec l'introduction de l'agriculture. Mais vous voyez tout ce qu'il faut imaginer, ce qui suppose des mobilisations, des débats publics autour de ces questions pour ensuite faire pression auprès des acteurs locaux, des acteurs politiques, je veux dire. Merci beaucoup.